Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocad. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Advocad, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Guillaume de Fréminville. Guillaume de Fréminville est avocat associé à Paris. Il intervient en contentieux des affaires, pénal des affaires ou encore en arbitrage. Il a intégré le cabinet RMT lors de sa première collaboration, puis est parti chez la TAM avant de rejoindre ses deux associés dans son cabinet. Dans cet épisode, il parle de façon extrêmement franche de son business, de ses ambitions, de sa vision, de la façon dont il a été chercher ses clients et surtout pourquoi il s'est associé avec ses deux associés. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Guillaume de Fréminville. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager autant que faire se peut. Bonne écoute. Bonjour Guillaume de Fréminville, je suis ravi de vous accueillir, ou plutôt de t'accueillir dans nos locaux 89 rue Réaumur pour qu'on puisse parler de toi. Bonjour Guillaume. Bonjour Valentin, merci de me recevoir, c'est sympa, vous avez des locaux magnifiques. Et je suis content de te rencontrer parce que j'ai entendu parler de toi. Eh ben écoute, c'est une excellente chose, moi aussi j'ai entendu beaucoup parler de toi, mais du coup tu vas pouvoir en parler un petit peu à tout le monde. Alors Guillaume, question similaire pour l'ensemble des invités qui passent par ce podcast. Qui étais-tu avant de devenir avocat ? Alors qui j'étais avant de devenir avocat ? Je vais te faire la réponse classique, j'étais un étudiant. Étudiant d'abord j'étais élève dans une école parisienne assez exigeante et là j'étais plutôt un cancre. Je bossais pas assez pour avoir des bons résultats, j'avais pas des très bonnes notes. Mais finalement j'ai réussi à aller jusqu'au bac dans ce lycée. Et le bac en poche, je pars dans la fac de droit à Assas, où je fais ma licence. Et là, si tu veux, je rencontre cette matière qui est le droit. Et pour la première fois, je me rends compte qu'en bossant un petit peu, j'ai des résultats. Et en fait, en bossant un peu plus, j'ai des bons résultats. Et en bossant encore plus, j'ai des très bons résultats. Et donc là, tu as un espèce de cercle vertueux qui s'établit. Et je commence vraiment à avoir des bonnes notes chaque année, etc. Et je me dis, cette matière, je l'aime bien, elle m'aime bien, continuons ensemble. Et donc ensuite, je pars en Master 1 à Oxford parce qu'il y a ce super partenariat entre l'université d'Oxford et Assas qui permet à certains étudiants de partir en Master 1 là-bas, où j'étudie la Common Law. Et ensuite, je reviens à Paris où je fais un Master 2 de droit privé général, où j'étudie le droit des contrats, responsabilité délictuelle, etc. Et là, il y a des profs extraordinaires dans ce Master 2. Je pense à Patrice Jourdain, à Rémi Lipchabert, Philippe Stoffelmunk. C'est vraiment des gens de très grande qualité. Et on se rend compte qu'on a une université française qui tourne bien quand même, qui est très haut niveau. Et ensuite, je passe le barreau, je décroche l'examen et après, je vais repartir aussi un an à nouveau en Angleterre, mais cette fois-ci à Londres, à la London School of Economics, où je vais étudier plusieurs matières, notamment l'arbitrage international. Parce que je me disais, tiens, la résolution des litiges, le litigation, l'arbitrage international, ça me tente. Alors, la vérité, c'est que quand tu es étudiant, tout ça, c'est assez nébuleux. Tu sais juste qu'en gros, d'un côté, tu as des mecs qui conseillent et de l'autre, tu as des mecs qui se fight, grosso modo. Et donc, c'est pour ça que l'arbitrage, ça m'intéressait parce qu'il y avait quand même une dimension internationale dans la fight que je trouvais plutôt sympa. Et voilà, ça c'est pour le parcours académique. Et après, du coup, tu prends ta première collab chez RMT. Alors, première question, tu as un parcours qui est quand même assez axé vers l'international. Tu vas à Oxford en Master 1, tu vas à la LSI pendant ton école d'avocat ou juste après. Et là, tu arrives chez RMT, cabinet franco-français. Comment ça se fait que tu vas dans ce cabinet-là ? Alors, si tu veux, quand je rentre de la LSI, je fais 2 stages. J'en fais un premier en contentieux chez Clifford. Okay. Et j'en fais un deuxième en arbitrage international chez Freshfield. Et en fait, déjà, ces 2 stages m'ont permis de savoir que je voulais faire du contentieux
Non pas parce que j'aime pas l'arbitrage, mais en fait l'arbitrage, je trouve que c'est une très belle matière. Mais je considère qu'on entre en arbitrage un peu comme on entre en religion, si tu veux. Après, tu as ta communauté. C'est assez difficile en fait d'en sortir. Après, voilà, t'es un petit peu dans ce milieu-là jusqu'à la fin de tes jours, entre guillemets. C'est plus dur d'y rentrer que d'en sortir, non? Alors, c'est peut-être plus dur d'y rentrer que d'en sortir. Mais moi, la question s'est vraiment posée. Donc, quand je suis à la fin de mon stage chez Freshfield, j'ai une possibilité d'y rester. Et puis en parallèle, comme tous les étudiants en stage final, j'avais envoyé des dossiers avec mon CV et une jolie lettre de motivation sur toute la place. Et puis copier-coller. Alors ça, faut faire très gaffe parce que dans ta lettre de motivation, faut surtout pas mettre le cabinet auquel tu as postulé juste avant. Puis en plus, ce qui arrive à tout le monde. Ce qui arrive à tout le monde, mais c'est vrai que comme la rigueur est un des critères de l'avocat, quand tu reçois une lettre de motif où c'est pas le bon nom, tu t'es dit je mets pas toutes les chances de mon côté. Mais je le sais parce que maintenant j'en reçois. Mais bon, c'est un détail. Et puis entre-temps, donc je postule et puis je rencontre Jean Reinhardt, qui est quelqu'un d'exceptionnel et qui, toute la fin de mon stage final chez Freshfield, me dit Guillaume, viens chez moi, on va s'amuser, on va bosser ensemble sur les dossiers de dingue. Tu verras, tu vas apprendre comme un dingue, on va s'amuser. Ah, il t'a bien dragué. C'est Jean, si tu veux, Jean, c'est un fabuleux commercial et c'est un fabuleux connaisseur des êtres humains. Il comprend les gens et il comprend leurs ressorts. Et donc, il a su trouver les mots et donc voilà, et c'est comme ça que je suis parti bosser avec lui. Et j'ai jamais regretté mon choix, au contraire, tous les jours je m'en félicite parce que c'était le début d'une très belle aventure avec Jean. Et donc du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu arrêtes la dimension internationale de ton métier ou finalement, même quand tu arrives chez RMT, tu as quand même des dossiers cross-border en contentieux ou pas du tout? Alors, quand j'arrive chez RMT, tu as essentiellement des dossiers français, ouais. Parce que c'est une clientèle avec beaucoup de grandes boîtes du CAC 40, des fonds, etc., françaises, mais tu as quand même des dossiers internationaux, parce que qui dit gros dossier, il y a un moment où il y a un côté cross-border que tu ne peux pas éviter. Donc, on a eu un certain nombre de dossiers où, pour le coup, le dossier, il fallait le faire en anglais de A jusqu'à Z. Après, je ne vais pas te mentir, ce n'était pas l'essentiel de notre activité, mais donc j'ai gardé quand même un pied dans ce type de dossier en rentrant chez Reinhardt. Et donc voilà. Donc tu te fais draguer finalement pendant tout ton stage final chez Fresh par Jean. Tu arrives au sein du cabinet, tu arrives en collaboration. Et là, c'est quoi tes missions et tes tâches du quotidien? Alors, mes missions et mes tâches du quotidien, si tu veux, au début, déjà, je ne travaille pas que avec Jean au début. Je travaille aussi avec ses deux associés en contentieux qui sont Louis-Marie Absil et Jérôme Marcedon. Et donc, au début, tu fais tes petites recherches, etc. Puis en fait, assez rapidement, on te confie des trucs un peu plus lourds. Donc, rédiger des actes, des assignations, etc. Et puis, je travaille sur un dossier avec Jean. Ça se passe bien. Et Jean, j'écoutais ton interview avec Jérôme Marcedon. Effectivement, c'est quelqu'un, quand il te fait confiance, quand tu es passé dans la catégorie je te fais confiance, il t'envoie au feu. Il te jette dans la piscine et il dit vas-y, nage mon petit. Et comme tu n'as pas coulé la première fois, il dit maintenant c'est bon, il peut nager tout seul, les brassards, on peut les retirer. Et donc c'est vraiment ça. Donc en fait, très vite, il me fait bosser sur des trucs avec des enjeux énormes. Il me fait rencontrer des gens très haut placés parce que c'est lui, c'est son réseau, c'est ses contacts. Et parce que c'est quelqu'un qui a parmi toutes ses qualités, celle-là, c'est-à-dire qu'il ne va pas te cacher, tu vois. Il ne va pas essayer de prendre toute la lumière. C'est quelqu'un qui sait partager la lumière, entre guillemets. Il sait te faire briller. Il sait te faire briller, complètement. Et je pense que c'est pour ça que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'avocats qui, à ses côtés, ont grandi, soit pour devenir associés de sa structure, soit pour ensuite créer leur propre structure. Parce qu'en fait, il te restreint pas à un rôle de collaborateur exécutant à la cave, en train de se dire tiens, est-ce qu'il y a un espace entre mon point virgule ou pas. C'est pas que ça. Il te fait participer. Moi, j'ai fait des réunions avec Jean au bout d'un an de collab avec des PDG du CAC 40. On était à 3 dans une tour à la Défense et on parlait de stratégie sur des dossiers qui sont vraiment importants. Donc, il fait confiance, Jean.
Et qu'est-ce que tu as appris de lui finalement? Donc en termes de droit, je vois bien, il t'a formé, il a évolué avec toi, tu as aussi évolué avec Jérôme et avec Marie-Louis et avec d'autres collaborateurs qui étaient avec toi. Mais en termes de mimétisme, qu'est-ce que tu as gardé finalement que tu avais appris de lui par rapport à ce que tu as pu voir quand tu l'as accompagné? Ce que tu apprends de gens, déjà, c'est que quand tu rencontres un client, ton client, il vient pas juste te remettre un dossier en fait. Tu vois, tu as pas mal d'avocats, ils se disent tiens, voilà, là j'ai un nouveau dossier. Non, tu as un dossier, mais tu as surtout quelqu'un qui a besoin d'aide. Et même si c'est des contentieux des affaires, du droit pénal des affaires ou des arbitrages, et donc c'est pas du pénal général, tu vois, tu es rarement face à quelqu'un qui est susceptible d'aller vraiment derrière les verrous. Tu es quand même face à des gens qui sont dans des périodes de crise, parce que quand tu interviens en contentieux, c'est rarement quand ça se passe bien. Et donc, croire que tu vas juste venir traiter un dossier en essayant de déchiffrer le droit et ensuite l'appliquer aux faits et puis derrière mener une stratégie, c'est ça, mais c'est pas uniquement ça. Tu es vraiment avec quelqu'un, il faut lui expliquer, il faut lui prendre son problème et lui dire ton problème maintenant il est entre mes mains et je le traite. Okay. Donc tu as compris finalement avec Jean, ou en tout cas tu t'es saisi de cette compétence-là, de comprendre l'objectif client et de ce que c'était la relation client. Voilà, exactement. Se dire vraiment, on ne traite pas que des dossiers, on traite avec des êtres humains qui sont des gens avec des sentiments, qui sont des gens qui parfois traversent des périodes compliquées ou pas d'ailleurs, mais qui ont besoin d'un accompagnement. Il faut qu'ils se sentent rassurés, il faut qu'ils sentent qu'ils ont un combattant à leur côté et que quand ils donnent le dossier il sera traité, mais en plus de ça, il y aura vraiment un vrai accompagnement personnel. Tu restes 4 ans et demi chez RMT. Est-ce que tu vois des évolutions finalement au fur et à mesure de ces 4 ans et demi, tant en termes de management que de responsabilisation? Je comprends que tu te fais envoyer au feu assez rapidement, parce que ça a l'air d'être la méthode Jean Reinhardt. Mais sur le reste, est-ce que tu vois des évolutions dans ton job? Alors, oui, je vois des évolutions parce que quand même, il t'envoie au feu, mais Jean, il maîtrise quand même. Ouais, il fait pas n'importe quoi. Donc, si tu veux, déjà, quand je dis qu'il t'envoie au feu, il t'envoie au feu progressivement. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs, parce que c'est assez marrant. Je prends. Je devais avoir 2 ans et demi de collab ou quelque chose comme ça. Et j'arrive un lundi matin avec ma petite sacoche, tu vois. 9h30, parce que moi je n'arrive pas à commencer très tôt, donc 9h30, voilà, je m'installe tranquillement et tout. Donc semaine très classique. Et vers 10h30, tu as Jean qui m'appelle, qui me dit ouais, Guillaume, passe dans mon bureau, faut que je te parle de quelque chose. Je passe dans son bureau. Et là, il me dit voilà, on a un client qui est au Japon, il a été placé en détention provisoire, va peut-être falloir y aller. Ok, bon, contact. Et ça s'arrête là. Je sors du bureau. Et puis il me rappelle 1h30 après, il me dit bon Guillaume viens on va déjeuner puis je t'en dis plus. Donc là on va déjeuner, donc on est lundi midi et là il me dit bon Guillaume faut que tu ailles au Japon. Donc je lui dis bah très bien et il me dit faut que tu y ailles assez rapidement et je lui dis bah pas de problème quand tu veux. Et bien il me dit tant mieux que tu me dises quand tu veux parce qu'il faudrait que tu y ailles aujourd'hui. Et donc je sors du déjeuner et en fait dans la demi-heure qui a suivi j'ai eu un billet d'avion qui a été booké et si tu veux j'avais encore en plus plein de réunions l'après-midi. Je sors de ma dernière réunion à 17h, je vais chercher 2 chemises propres à la maison pour partir au Japon. Je prends mon taxi moto, crac, et je suis dans l'avion à 21h. Et là, tu te dis Fast Life, avocat d'affaires, ça part. Ouais, exactement. Là, je me dis Fast Life, avocat d'affaires, ça part. Je savais pas où j'allais dormir, je savais pas combien de temps j'allais rester. J'avais une chemise. Tu étais déjà allé au Japon? Jamais. Jamais. Mais écoute, voilà, il y a un moment, il faut pas trop se poser de questions non plus à certains moments. Et donc, et après, j'ai vécu une semaine extraordinaire sur place. Je faisais mes réunions à la fin en t-shirt basket. Parce qu'au Japon, à ce moment-là, il fait extrêmement chaud. Donc avec ma seule chemise, si tu veux, il a fallu que j'aille faire des petites courses sur place. Mais surtout, en fait, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens au Japon à ce moment-là. Et puis finalement, en plus, l'histoire s'est bien terminée pour le client. Voilà, tu vois, on te dit en général, partir du jour au lendemain. C'était pas du jour au lendemain, c'était partir du jour au jour. Et quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il te dit, Jean?
Jean, il me dit qu'il est content, merci, mais business as usual, tu vois. Ok, Parce que Jean, c'est ça sa vie. Et c'est quelqu'un qui est prêt à faire ce genre de choses tous les jours. très clair. Tu restes 4 ans et demi, mais tu décides finalement de partir. Ou tu peux nous expliquer pourquoi, comment ça se passe, une envie d'aller voir ailleurs, c'est quoi qui se passe? Alors, effectivement, moi, comme on en discutait au début, j'avais un profil quand même un peu international. Les grosses firmes m'avaient toujours assez plu. Et donc, je me suis dit, tiens, je reçois un coup de fil, un chasseur qui me propose d'aller donc, dans ce cabinet américain, LATAM, et qui me dit, voilà, ce sera top pour telle et telle raison. Et là, je me dis que c'est peut-être le moment, effectivement, d'aller tenter une nouvelle aventure. Parce que aussi, il est important à un certain moment de ta carrière, même si j'étais au début de ma carrière, de savoir passer des caps. Et je savais que Jean est mon mentor, mais je savais aussi qu'il y avait un moment où il fallait que je tue un peu le père et que j'aille apprendre d'autres choses chez nos amis américains. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, je ne regrette pas du tout non plus ce choix-là. Et comment ça se passe? Donc finalement, le chasseur te contacte, il te met en relation avec ce cabinet, tu passes les entretiens, c'est quoi le projet qu'ils te vendent? C'est quoi le projet qu'ils me vendent? Viens faire du contentieux chez nous, ce sera plus du contentieux corporate, cross-border, avec des dimensions internationales, et tu seras au top niveau, tu vois. Mais j'étais déjà au top niveau, donc ça, en réalité, c'était pas avec Reinhard, j'étais au top niveau, donc c'est pas obligatoirement quelque chose qui résonnait chez moi, mais voilà, c'était ça le projet. C'était vraiment l'extranéité et le contentieux corpo, quoi. Voilà, exactement. Très clair. Donc tu rejoins ce cabinet, comment ça se passe quand tu arrives, ce qu'on appelle nous l'onboarding, mais en tout cas ton arrivée et ton intégration à l'équipe, au cabinet, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Alors, tu sais, dans ces cabinets-là, tu as des journées de formation au début. Première journée de formation, ça je m'en souviendrai toute ma vie, elle est interrompue au bout de 20 minutes parce qu'on me dit Guillaume, il faudrait que tu montes à l'étage de l'équipe contentieux pour qu'on te briefe sur un truc un peu urgent. Donc je monte. Et là, on me dit, il va falloir que tu rédiges une assignation. Tu as une semaine, assignation pour 1,3 milliard, donc il ne faut pas se rater non plus. Et puis, pourquoi tu as une semaine? Parce qu'il y a une prescription qui tombe dans 10 jours. Et là, et donc, écoute, là, tu vois, c'est un peu comme le départ au Japon. Il y a des moments dans la vie où tu peux te poser des questions, et d'autres, tu ne te poses pas de questions et il faut y aller, quoi. Donc voilà, j'ai passé 2-3 premières semaines un peu rock'n'roll. Mais c'était rigolo aussi, tu vois, c'était challenging et puis ça s'est bien passé aussi, donc j'étais content. Est-ce que tu vois des différences structurelles de management ou en tout cas de façon d'être entre ce cabinet que tu as connu, RMT, et LATAM quand tu y arrives? Alors évidemment, tu as des différences. Après, un cabinet comme LATAM, c'est un cabinet américain avec une culture très, très relaxe. Donc tu n'as pas des échelons hiérarchiques très longs, tu n'as pas un sens de la hiérarchie qui est le boss dans l'équipe. C'est quelque chose qui cultive pour justement que les rapports entre avocats se passent le mieux possible et que finalement au day-to-day ce soit agréable. Et donc ça, c'est peut-être une des caractéristiques de LATAM et je trouve que c'est quelque chose de très agréable. Et c'était quelque chose qu'il y avait aussi chez Reinhard, parce que pour le coup, il y avait un côté un peu plus village gaulois, sympa. Et donc finalement, en termes d'ADN, de ce point de vue-là, c'était pas hyper différent en termes de management. Ok, et tu avais quand même des suivis, des points, tu as rencontré des services associés ou des services support qui étaient là, qui t'ont un peu guidé dans les premiers temps ou pas? Parce que je sais que, pour en voir pas mal, je sais que les cabinets américains et anglo-saxons, ils sont de ce point de vue-là plus structurés que les cabinets français, où tu as vraiment des politiques d'onboarding qui sont mises en place, avec comme tu le disais, de la formation, des journées d'intégration, des déj pour que tu te sentes bien directement au sein du cabinet et que tu puisses avancer. Est-ce que toi tu l'as vu quand tu y étais? Oui, ouais. Ça tu le vois, Okay. parce qu'effectivement, comme tu le décris, il y a des process, il y a des retreats, il y a des chez LATAM, chaque année, enfin, c'est pas exactement ça. Tous les 2 ans, tu as des retreats par promo, parce qu'en fait, quand tu intègres LATAM, tu intègres une promo qui ont lieu un peu partout dans le monde. Et donc là, tu rencontres les gens de ta promo, mais dans le monde entier. Donc effectivement, tu as toutes ces choses-là qui sont mises en place là où dans un cabinet français,
comme RMT, voilà, tu as moins ces Tu vas choses. au ski. Tu vas au ski, exactement. Tu vas au Et ski. ça, c'est cool. Mais c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Ok, et du coup, au sein de ce cabinet, tu restes 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as de la clientèle perso? Comment ça se passe en termes de billing? Quel nombre d'heures tu dois faire en termes de rythme de travail, etc. par rapport à ce que tu avais chez RMT? Alors chez Latam, tu as un nombre d'heures fixe Ouais. à faire chaque année, ce qu'on appelle le PACE. Donc tu dois faire 1900 heures facturées par an, ce qui grosso modo fait 8h30 par jour. En Ok. tout cas, c'était ça à mon époque. Donc, On est d'accord que c'est des heures facturées et non des heures facturables ouais, que tu alors, dois faire. facturé, on te dit facturé, et la réalité c'est que comme on n'a pas la main sur la facturation, D'accord. on ne sait pas si les associés les facturent ou pas, mais on peut imaginer qu'ils les facturent. Et donc voilà, tu as cet objectif horaire, ce qui fait que tu bosses quand même assez dur. Hein. Mais à côté, à titre personnel, en tout cas, je m'attachais à toujours avoir une clientèle perso. Alors je ne veux pas te raconter des cracks, hein. J'avais pas une clientèle qui me permettait de générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque année. De toute façon, matériellement, c'est quasi impossible parce que il faut dormir à un certain moment de la journée. Et t'es pas du matin. Et je suis pas du matin. Mais donc voilà. Mais à côté de ça, voilà, j'ai toujours essayé de conserver cette clientèle personnelle. J'avais quelques clients déjà chez Reinhardt et ils ont continué à bosser avec moi quand j'étais chez Latam. Donc voilà, j'essayais un peu de les cajoler, ceux-là, et puis un petit peu d'en rentrer un de temps en temps. Mais je n'étais pas dans une démarche très agressive commerciale parce que voilà, une fois de plus, tu as déjà fort à faire avec ta collaboration principale. Et l'idée, moi, ça a toujours été quand même de remplir mon contrat vis-à-vis des cabs où je vais. Tu vois, je n'étais pas en mode pirate à me dire je prends ma rétro d'avocat, de collab. En fait, je fous rien. Et finalement, je développe mon activité sur le côté. Il y en a certains qui le font, mais moi, ça n'a jamais été ma mentalité. J'ai toujours voulu bosser avec des gens qui soient faire avec moi, mais ça supposait aussi que moi, je sois faire avec eux. Et donc, tout simplement, voilà, tu bossais comme collab, ce qui fait que si tu joues le jeu, tu n'as pas un temps indéfini à consacrer à une clientèle. Ouais, ça me paraît faire et c'est des bonnes valeurs. Dernière question sur le passé avant qu'on parle du présent. Tu as négocié ta REM en arrivant. Est-ce que tu as pris un gros gap de REM en arrivant chez Latam? Alors ouais, bien sûr, c'est toujours des moments importants. Quand tu changes de cab, on dit que c'est à ce moment-là que tu vas faire ton gap de REM. Donc déjà, effectivement, hein, la proposition initiale, il me payait plus d'argent que chez Reinhardt. Ce qui clairement a aussi été une des motivations parce qu'on disait la dimension internationale, etc. Alors, qui est réelle. Il y avait plusieurs critères, mais la rémunération était un de ces critères. Et donc j'ai fait un gap de REM à ce moment-là. Latam ayant quand même pour particularité, quand tu es un extérieur, de te faire dropper d'une année. Tu vois, c'est-à-dire si par exemple tu as 50 bars, théoriquement tu es dans leur promo 5e année, et eux ils te disent non, toi tu vas rentrer en 4e année. Tu vois, ou 3e année même. Donc ils essayent comme ça de négocier un peu. Et finalement on s'était mis d'accord pour que moi je rentre en 4e année. Voilà. Ok, très clair. C'est quand même dur. Bien sûr, tu négocies, mais en même temps, ça c'était mon père qui me disait ça, c'est que si jamais tu n'es pas capable de bien négocier pour toi-même, comment veux-tu que tes clients te fassent confiance pour bien négocier pour eux? Donc, Amen. si tu veux, alors on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais dans notre métier, tu peux pas te permettre. Si tu veux, si tu te fais rouler dessus dans une négo pour ton propre intérêt à toi, t'es particulièrement inquiétant pour tes clients, tu vois. Donc, faut pas lâcher, faut rien lâcher. Que ce soit pour toi ou pour tes clients. Tu m'as dit avant ce podcast, là, quand on discutait un peu en off, que dès la 3e semaine chez Latam, tu avais été dragué une nouvelle fois. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe, ce qui a d'ailleurs amené à la création de ton cabinet actuel? Enfin, pas à la création, au fait que tu rejoignes le cabinet actuel. Ouais, tout à fait. Si tu veux, 3e semaine chez Latam, c'est des copains, hein, Jean et Mathieu, qui me disent « Tiens Guillaume, déjeunons ensemble ». Eux, ils avaient créé leur cabinet depuis 6-9 mois. Et ils disaient « Tiens, on se disait ça pourrait être sympa qu'on travaille tous les 3 ensemble ». Alors moi, je leur ai dit «
c'est évidemment quelque chose qui peut m'intéresser, mais je viens de commencer, là, c'est ma 3e semaine, laissez-moi un peu de temps. Génégo Marem. J'ai Génégo Marem, je me suis fait waterboarder pendant les 3 premières semaines, laissez-moi reprendre mon souffle, ensuite on en discute plus concrètement. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais perdu le contact pendant mes 2 années et demie chez Latam. Et en fait, avant que je quitte Latam, on s'est vraiment mis autour d'une table. Et là, on a fait un exercice qui était, à mon sens, très intéressant. C'est Jean, donc mon associé Jean, qui avait eu l'idée. C'était de faire une sorte de questionnaire aveugle où il y avait 50 questions sur ce qu'on voulait faire de la structure, combien de collabs dans l'idéal, combien on veut faire de chiffre d'affaires, les horaires, combien de temps on veut consacrer par semaine pour voir en fait si on était aligné sur tout ça. Sachant que la clé de cet exercice-là, c'est que tout le monde joue le jeu honnêtement, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas des réponses langue de bois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous rempli notre petit questionnaire. Enfin, tous les 3, hein, je dis tous, on n'était pas une armée mexicaine, on était 3 dans un café. Et si tu veux, là on se rend compte qu'on a exactement les mêmes réponses, ou plus ou moins, à toutes les questions. Donc en fait, on se dit sur la vision, on est aligné. Et là, c'est le moment où on se dit, faut y aller, quoi. Ok, et donc toi tu passes d'une REM qui est quand même confortable finalement à l'inconnu, puisque tu nous disais juste avant que finalement quand tu étais chez Latam, tu avais de la clientèle perso parce que tu t'es toujours attaché à le faire, mais on comprend entre les lignes que derrière c'était pas non plus le goal absolu, en tout cas que tu pouvais pas non plus développer des milliers. Là t'as pas de pression, comment tu te dis ok, comment je vais aller chercher mes premiers clients, comment je vais aller me bouger un peu pour tout ça? Alors si, bien sûr, tu as de la pression. Pour être concret, parce que moi, j'aime pas trop les trucs où on tourne autour du pot. Moi, quand j'étais chez Latam, en clientèle perso, si tu veux, je faisais 50 000 balles. Ok, donc c'était quand même correct. Oui, c'est correct, mais si tu veux, c'est pas ça qui fait que tu rembourses ton prêt personnel sur ton appartement à la fin du mois. C'est pas ça qui fait que tu vas payer parfaitement les factures. Dire 50 000 euros de chiffre d'affaires, on sait tout ce que c'est, net dans la poche, c'est pas par rapport à la bande passante que tu as, ça devient correct. Ouais, alors voilà, c'est ça. T'as raison, c'est qu'en fait, je me dis, je fais 50 000 finalement en n'ayant pas beaucoup de temps parce que je dois travailler pour mon cabinet actuel en tant que collaborateur. Et je me dis, matériellement, si je consacre 9 heures de ma journée par semaine ou 10 heures, les 10 heures que je bosse par jour, donc j'envoie 50 ou 60 heures de travail sur ma propre activité, je ne vois pas dans quel monde je ne peux pas au moins doubler. Si je double, c'est que je commence à pouvoir payer mes factures sans être stressé, etc. Mais la réalité, c'est que quand tu te lances, tu as toujours un stress financier. C'est une réalité. Oui, bien sûr. Et donc, vous décidez de partir. Ok, les 50 questions, ça match. Du coup, c'est quoi le projet du cabinet? C'est quoi la vision? C'est quoi vos ambitions en termes de chiffres, en termes de collaborateurs, en termes de marque, en termes de positionnement? Raconte-moi. Alors, la vision déjà, c'est vraiment de créer un cabinet boutique en contentieux des affaires d'excellence. On veut vraiment être de top qualité, ce qui est un positionnement qui en soi n'a rien de novateur, hein. Et on en a beaucoup qui ont déjà essayé ou qui l'ont fait. Mais on pense vraiment que c'est un modèle qui a de l'avenir parce que notre matière, le contentieux des affaires, ou le pénal des affaires, c'est des matières en fait qui s'y prêtent très bien. Quand tu fais du corporate, du fiscal, que tu es intervenu sur des très gros deals, c'est plus compliqué de créer des structures autonomes de toute petite taille parce qu'en fait, tu as toujours besoin de compétences transverses que tu vas chercher dans un autre département, etc. Quand tu prends du contentieux des affaires, du pénal des affres, c'est des matières où en fait, ça se fait très bien avec une petite équipe de commando, avec un ou deux associés, 2 collabs et même sur des très gros dossiers. En fait, là, tu as le manpower pour traiter le dossier et très bien le traiter. Donc, tu n'as pas besoin dans une très grosse structure. Ce qui veut dire concrètement que tu peux, avec cette boutique de niche, venir te positionner sur des très gros dossiers que tu viendras prendre à des anglo-saxons, des gros cabinets français, des gros cabinets américains, parce que tout simplement, eux, ils sont extrêmement chers. Alors ça, je comprends en termes de positionnement, etc. Ce que j'ai un peu plus de mal à voir, mais tu vas me le dire immédiatement, c'est comment justement tu as pénétré ce marché-là. Parce que ok, je comprends de façon théorique, oui, tu es une boutique d'excellence, tu es passé par des super cabinets d'avocats, tes associés pareil.
Mais derrière, il faut aller les rencontrer, ces gros clients qui vont pouvoir te sélectionner et te shortlister derrière. Comment tu vas les chercher? Alors, comment tu vas les chercher? Ça, c'est la question. À 100 000. Ouais, à 100 000, même beaucoup plus. Parce que c'est la question qu'on se pose toujours. C'est quand je vais me lancer, d'où vont venir les dossiers, tu vois. Et comment je vais faire pour passer un cap en termes de qualité dans les dossiers et vraiment arriver sur les gros dossiers. Là, si tu veux, c'est d'abord ton réseau que tu vas développer au quotidien, donc réseau de confrères, réseau de clients, et tout ce monde-là en fait est prescripteur. Et puis après, j'ai envie de te répondre, l'audace, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut y aller, et en fait prendre ton téléphone et limite appeler quelqu'un que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, mais juste tu connais vaguement un tel en commun, ce qui te donne un prétexte pour rien, et puis tu rentres en contact, et puis finalement tu arrives à décrocher une réunion, et là tu es un commercial, Valentin. Et notre métier d'avocat, c'est un métier de technicien, de sachant, mais c'est aussi un métier de commercial. Ouais. Et tu sais comme moi que quand tu rentres dans une réunion, tu rentres dans la pièce, tu as déjà fait 50% du job. Tu as marqué l'essai et maintenant il faut le transformer. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà fait une grosse partie du job. Donc c'est ça en fait, comment on fait, et te dire qu'il y aurait des espèces de techniques magiques, il n'y en a pas. La technique, c'est go, tu as réussi à pousser la porte, être dans la bonne pièce, face à la bonne personne, et là tu donnes tout, il faut le convaincre. Ça, c'est les techniques de départ. Hein. C'est celles qu'on a connues nous tout au départ, ce que nous on qualifie de go-to-market pour pouvoir pénétrer une première fois le marché. Ouais. Mais après, derrière, il faut en sortir et essayer de structurer, parce que tu ne vas pas pouvoir aller, entre guillemets, passer toutes les portes des salles de réunion. Tu veux des collaborateurs, si j'ai bien compris que vous étiez aligné en termes de collaborateurs, tu as des associés, etc. Donc il va falloir passer sur une structuration a posteriori. Moi j'ai eu beaucoup de mal à passer sur la structuration parce que c'est un truc que j'adorais. J'ai l'impression de jouer quand je fais ça, donc c'est super sympa. Et aujourd'hui, il faut aller de façon plus structurée. Est-ce que toi tu en es déjà à l'étape là où tu commences à structurer tes process d'acquisition ou pas du tout? Pas Alors, encore sur les process d'acquisition, ouais. Te dire qu'on est structuré à l'heure actuelle, ce serait te mentir. Okay. La réalité, c'est que les dossiers, ils arrivent soit parce que voilà, tu as pitché, comme on se disait, ouais. Et tu as réussi à pousser la bonne porte et être face à la bonne personne et la convaincre. Soit tout simplement, c'est des gens qui viennent parce que tu es recommandé par tes confrères ou des clients. Mais te dire qu'on a structuré une stratégie d'acquisition de clients, non, c'est pas le cas. On n'y est pas. Mais bon, en même temps, si on avait déjà tout fait maintenant, si tu veux, l'aventure serait moins amusante. Ouais, c'est pas drôle. Et en fait, elle est très récente cette aventure. Donc, on est déjà content de là où on est. Et puis on sait qu'on a encore plein de trucs à apprendre, plein de choses à faire. Et bah voilà, tu me parles de structuration, d'acquisition de clientèle, c'est une chose. Très clair. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, je crois me souvenir, peut-être à tort, mais que le cabinet a été créé en juin 2020 ou juin 2021. Alors, le cabinet, à la base, Jean et Mathieu l'ont créé en 2017, ouais. Et moi, je le rejoins en 2020. Et là, on a refondu le branding, le nom, le site, ouais. Voilà. Et alors, parce que tu me posais un petit peu la question de savoir quel était notre positionnement. Ouais. Contentieux des affaires, pénal des affaires, avec une grosse dominante quand même, conflit d'actionnaires, contentieux financier. De haut de bilan. De haut de bilan, exactement. Ce qui est une formule que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Tu sais, quand tu es étudiant, tu vends du contentieux de haut de bilan. Toi, tu n'as jamais fait de comptabilité. De quoi on me parle? Je ne comprends rien. Donc voilà, conflit d'actionnaires, contentieux financier. Et puis à côté de ça, une pratique qu'on développe beaucoup en ce moment, c'est les contentieux ou le pénal lié à la blockchain, à l'économie du numérique, aux crypto-monnaies, parce qu'on pense déjà que c'est un écosystème qui, d'un point de vue économique, a beaucoup d'avenir. Donc qui va drainer de plus en plus d'argent, de plus en plus de projets entrepreneuriaux, de plus en plus de géants. Tu vois, on voit les plateformes, les Coinbase, les Binance, tout ça, les Ledger, on a un champion français. Et donc c'est des boîtes qui deviennent des licornes, puis peu à peu qui vont devenir potentiellement les futurs GAFAM. Et donc d'un point de vue économique, il y a un vrai avenir. Et puis d'un point de vue technique, juridique, nous, c'est quelque chose maintenant qu'on connaît, qu'on comprend. On a eu par exemple les premières décisions sur des saisies justement sur des plateformes de trading de crypto-monnaies en France. Et c'est un domaine du droit en fait, où il y a tout à faire, où la vieille génération, que tu as déjà parfois interviewé, cette vieille génération, c'est un domaine en fait, qui ne les intéresse pas. Et comme ça ne les intéresse pas, ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, ils ne sont pas en mesure de traiter des dossiers. Parce que pour le coup, il faut quand même bien comprendre le sous-jacent.
économique pour ensuite mener ton dossier et gagner. Mais c'est vrai que quand on peut discuter avec des avocats, par exemple, de NFT, de métaverse, de crypto, de blockchain, etc., tu as l'impression en fait qu'ils rejettent parce que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et j'avoue que, alors je ne suis pas réac, je ne fais pas partie je fais pas partie de la vieille génération, mais des fois c'est vrai que j'ai du mal à matérialiser la pertinence du NFT, mais comme j'avais du mal à matérialiser la pertinence des réseaux sociaux, ou que les anciens avaient du mal à matérialiser la pertinence des réseaux sociaux lorsqu'ils ont été créés. Et du coup, je vais toujours vers ce genre de choses, mais c'est super intéressant le positionnement que vous allez chercher. Ce que tu vois sur cette économie, c'est que tu as eu un changement de paradigme assez récemment. Avec la pandémie, les choses ont changé. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as eu en fin 2017 ce qu'on appelait un bull run. Tout le monde achetait du Bitcoin, trouvait ça génial. Puis finalement, après, les marchés se sont effondrés. Et en fait, à ce moment-là, les gens achetaient ces cryptos sans trop comprendre pourquoi ils les achetaient. Si tu veux. C'était de la pure spéculation. Et là, tu as eu un changement de paradigme maintenant parce qu'en fait, quand tu achètes par exemple des crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies, en fait, il y a maintenant une technologie sous-jacente. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes fondamentalement des tokens, des jetons, des cryptos de boîtes qui produisent vraiment de la valeur. Et ça, c'est le gros changement de paradigme par rapport à il y a 3-4 ans. Ouais. Alors, c'est le cas de certaines cryptos, mais c'est pas le cas de toutes. Il y a des cryptos qui sont quand même ultra bullshit. Ah, t'as des cryptos. On est d'accord. Et on se reparle dans 2 ans. Ouais, tu prends le top 100 des cryptos. Ouais. Je sais pas si tout sort, j'espère pas, mais si tu veux, la très grande majorité aura disparu. Donc effectivement, après la question c'est de savoir laquelle parmi ces cryptos et surtout laquelle parmi ces activités en développement va cartonner et tout rafler. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous en tant qu'avocats, jeunes entrepreneurs, ça nous amuse de voir ce secteur économique qui est en plein boom et qui aussi génère des contentieux, génère des sujets de pénal ou de pénal des affaires, puisqu'effectivement, comme tu le disais, il y a beaucoup aussi de projets qui sont des scams, qui sont des fraudes. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, nous par exemple, le cabinet, on a un gros dossier qui s'appelle RR Crypto, où on représente une centaine d'investisseurs qui ont été lésés par une association qui faisait de l'investissement en crypto-monnaie. Alors déjà, tu vois, je te dis juste association qui fait de l'investissement en crypto-monnaie. Il y a un bug parce que normalement, une association… Il faut des PSI, c'est quoi les… Ouais, faut des autorisations de l'AMF, enfin tu fais pas… de la CPR, etc. Voilà, exactement. Il y a quand même un cadre réglementaire qui n'était pas totalement respecté dans ce cas-là. Très clair. Donc ça, c'est pour le positionnement, c'est les activités que vous faites. En termes de chiffre d'affaires, tout à l'heure, tu m'as dit que vous étiez aligné. Et en termes de taille de cabinet, entre guillemets, par rapport à la vision que vous en aviez, vous étiez aligné. Si tu veux pas nous donner les chiffres d'affaires, pas obligé. Mais en tout cas, en termes de taille de cabinet, qu'est-ce que vous recherchez? Alors, ça, c'est une question très importante puisque c'est aussi une question qui se pose à nous au regard de nos expériences, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a connu d'autres structures et est-ce qu'on veut absolument copier ces structures ou au contraire s'inspirer de ce qui était bien dans ces structures et ensuite nous adapter. Donc pour te répondre concrètement, nous, on ne veut pas une structure tentaculaire. On veut rester des associés avec tu vois, chacun 2-3 collaborateurs. Parce que pour nous, c'est très important de travailler en confiance, en équipe, avec des collabs et avec qui on s'entend bien en fait. Et quand tu commences à avoir trop de gens, cette espèce de communauté d'intérêt, en droit de société on dit c'est l'intuitu personné. Voilà, l'intuitu personné ou sociétatis, il disparaît si tu veux. Tu peux pas avoir 25 ou 30 associés avec qui tu t'entends bien, en qui tu fais confiance, etc. Donc ça déjà, du point de vue des associés, on ne veut pas s'étendre comme des malades, on veut croître mais de manière contrôlée. Et du point de vue des collaborateurs, c'est pareil parce qu'en fait, et ça c'est une clé je pense de notre cabinet, on veut que les collaborateurs qui nous joignent soient épanouis chez nous. Et alors ça, quand je te dis ça, c'est hyper galvaudé et tout le monde va te dire la même chose. Personne ne va te dire on a envie que nos collaborateurs soient malheureux et crèvent. Mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous parce que on se rend compte que si tu veux, la nouvelle génération, le fric c'est très bien, mais en fait ils veulent aussi un équilibre. Ils veulent être sur des dossiers intéressants, ils veulent avoir un équilibre de vie. Et tout ça, on l'entend et c'est quelque chose qui est important parce que c'est aussi quelque chose
auquel on était réceptif, si tu veux. Nous, ça nous parlait, ça. Donc, c'est très important d'un point de vue management. Nous, on se dit toujours qu'on n'y connaît rien. Donc, d'être très, très humble par rapport à ça. Et tu vois, par exemple, tu prends le conseil en strat. C'est un métier qui ressemble un peu au métier qu'on fait. Bien sûr. Et d'un point de vue management, ils ont 10 ou 20 ans d'avance sur les cabinets d'avocats. Je ne dis pas que c'est parfait chez eux, mais ils ont des process de management. Ils ont conscience que quand quelqu'un, tu le fais bosser comme un dingue pendant 3 mois, il y a un moment, il y a un petit retour au port. Il ne faut pas le remettre sur une mission tout de suite pour ne pas le cramer. Et parce que finalement, l'objectif, c'est quand même quand tu travailles avec des gens, surtout des collabs que tu apprécies, qui sont bons, les clients apprécient, tu as tout intérêt à ce qu'ils soient heureux chez toi, à les garder le plus longtemps possible, plutôt que de les cramer comme des abrutis sur 1 an ou 2 ans et qu'à la fin, ils claquent la porte parce qu'ils disent moi, j'en peux plus. Ah oui, mais on te paye beaucoup d'argent. Oui, mais j'en peux plus. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Mais je suis carrément d'accord et alors moi j'irais même plus loin, j'irais même 50 ans d'avance. Mais la difficulté, si tu veux, c'est que les mecs qui font du conseil en strat aujourd'hui, ils sont soit ingénieurs, soit ils sortent de grandes écoles de commerce. Quand tu prends des cabinets comme BCG, McKinsey, Bain, etc., tu as 5-6 entretiens avant d'y passer, c'est des entretiens qui sont ultra sélects, tu es sur des cas très particuliers où il faut même te préparer, il y a même des prépas qui existent pour pouvoir y aller. Et aujourd'hui, ils ont un socle commun où en fait le management c'était leurs études. Et en vrai, les avocats, ils ont vraiment quelque chose de très pertinent. C'est vraiment une profondeur de réflexion, une connaissance très importante des institutions, du droit, du syllogisme, etc. Ils savent vous chercher. Mais quand à la fac, tu fais que du droit, rien que du droit, et la seule matière qui sort de ce champ-là, c'est l'anglais, je ne suis pas sûr qu'avec uniquement des avocats au sein d'une structure, tu puisses atteindre ce résultat-là. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'au sein de ces sociétés-là, tu as des gens qui sont des salariés, tu as des actionnaires, tu as des gens qui sont des dirigeants, des mandataires. Au sein des cabinets d'avocats, tu as des avocats, lorsqu'ils deviennent associés, qui sont à la fois managers, producteurs, commerciaux, actionnaires, mandataires. Et en réalité, à partir du moment où il y a une confusion entre l'ensemble de ces rôles-là, tu ne peux pas être bon partout. Tu vois. Pour moi, la multiplicité des fonctions cache l'incompétence généralisée. Et en gros, à partir du moment où tu n'arrives pas à sectariser, il faut que derrière, ils puissent mettre en place des process et que chacun se range en disant en fait voilà, on fait ça pour la firme et pour la firme, il faut que chacun range son ego, que chacun essaie de travailler pour l'organisation et qu'on puisse mettre en place des choses pour aller plus loin que nous. Et ça, tu vois, aujourd'hui, je le vois dans très peu de cabinets d'avocats. Bah, tu as tout à fait raison. On concentre trop de casquettes pour tout bien faire. Ça, c'est une réalité. Donc, ça, c'est un des sujets aussi, c'est comment on va se structurer à l'avenir sur ces problématiques-là. Après, je dis juste qu'au stade où on en est, c'est quelque chose dont on a extrêmement conscience. On a vraiment une conscience aiguë de ça. Mais ça sent. Ouais, ça sent. Et de se dire qu'en fait, les clients, ce qu'on leur vend, c'est aussi de la matière grise. C'est des gens qui sont intelligents, si tu veux, qui vont pouvoir les accompagner au quotidien. C'est pas uniquement de la matière grise d'ailleurs. Tu leur vends de la matière grise, mais tu leur vends aussi un accompagnement au quotidien, tu leur vends une sensibilité, etc. Et donc en fait, nous, la seule valeur qu'on a dans le cabinet, c'est nos avocats, c'est les collaborateurs. Et donc si ça, on n'en a pas conscience, on va se planter. Et donc c'est pour ça que pour nous, c'est très important. Nos cabinets d'avocats, et c'est pour ça que je comparais au cabinet de conseil, on n'a pas de produit. On ne fait pas des réacteurs nucléaires. Enfin bon, là je suis un peu excessif, mais même, j'en sais rien, on ne fait pas des mécanismes dans des montres. Tu vois, ce qu'on vend, c'est la matière grise. Je partage beaucoup le point. Guillaume, je t'ai pris beaucoup de temps et surtout je suis arrivé en retard à notre rendez-vous. Je suppose que tu as d'autres choses à faire que de passer ton vendredi avec moi, même si je trouve ça très agréable. Est-ce que tu as un mot de la fin à destination de potentiels recrues que vous recherchez au sein de ton cabinet, de tes associés, de tes clients, de tes anciens boss, de tes anciens mentors, de qui tu veux? Alors le mot de la fin, je dirais que il faut toujours croire en soi et faire preuve d'audace. Et le risque est quasiment toujours payé. Eh bien écoute, tu as le sens de la formule, ça je ne l'avais pas vu, je ne le savais pas, en tout cas on ne m'avait pas prévenu que tu avais le sens de la formule, mais je prends complètement. Guillaume, j'ai passé un très bon moment avec toi, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et je te souhaite le meilleur à toi et à tes 2 associés dans le développement de ton cabinet et on suivra de près ton cabinet.
Merci beaucoup Valentin, c'était un grand plaisir aussi de te rencontrer. Et puis, on se reparle très bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.